L'oiseau était posé sur la branche, observant silencieusement. Il pouvait faire cela pendant des heures, digne observateur de tous les mondes, visibles et invisibles, passé, présent, futur. Il voyait tout à l'image du Créateur lui-même. La forêt était dense, obscure à ceux dont le cœur s'était fermé. Il la connaissait si bien, cette forêt. Ses arbres, ses fougères, ses mousses, ses buissons épineux, ses clairières inattendues, et même tous ses habitants. C'était un havre de paix, un recoin de mystère, une étape dans une vie, un lieu de pèlerinage. La forêt, pour celui qui savait la sentir, l'écouter, la laisser venir et vibrer en lui, était bien plus que ce que n'importe quel œil humain pouvait voir. La forêt était un être à part entière, un être qui ne se laissait approcher dans toute son essence que par ceux qui étaient capables de la reconnaître. L'oiseau faisait partie de la forêt. Il en connaissait, il en incarnait l'essence. Il pouvait entendre tous les murmures, même ceux qui étaient silencieux. Il savait où la brise aimait aller, le soleil se posait. Il voyait les ombres, les reliances au passé et les trames possibles des futurs probables. Tout comme les racines invisibles qui s'entrelaçaient dans les profondeurs, il savait que tout était en lien. Il savait également qu'à l'image des saisons, tout était toujours un éternel recommencement, et même si parfois l'histoire était difficile à porter, les choses n'étaient pas si importantes, puisque tout appartenait et retournait à la même source. En dépit des égarements, des vicissitudes, des joies ou des peines, tout faisait partie du cycle et finissait par boucler la boucle. Il en restait encore des comme celle-là, des forêts, mais si peu. L'homme moderne ayant souvent pris soin, dans sa grande ignorance et au fil du temps, de gâcher ce qui était sacré, coupant sans mesure les bois, traçant sans réfléchir les chemins et les routes, assujettissant sans vergogne les lieux, décrétant par principe que l'endroit était à lui, simplement parce qu'il était homme. L'oiseau voyait cela, et pourtant, de son point de vue, ce n'était rien d'autre qu'une observation. Les points de vue pouvaient changer, au gré des angles et des hauteurs. Et l'ombre, même la plus obscure, même la plus hideuse, pouvait toujours cacher une lumière. Certains ayant parfois besoin d'aller très loin dans le renoncement de l'essence, pour finir un jour par en retrouver la puissance et le pouvoir. L'oiseau donc se disait simplement que l'homme avait comme véritable tort de ne voir qu'avec ses yeux humains, et ces yeux-là étaient si facilement manipulables qu'on pouvait orienter la façon qu'ils avaient de regarder les choses, de rendre pire, d'occulter les solutions, d'empêcher d'apaiser les souffrances et de guérir ce qui devait l'être. En effet, certains de la terre ou d'ailleurs avaient comme mission de cacher au plus grand nombre la véritable nature des choses, si bien qu'ils étaient nombreux à croire à l'illusion, une illusion, un théâtre qui se cachait partout et qui semblait si réel que ceux qui n'y croyaient pas passaient souvent pour des fous. L'oiseau, posé sur la branche, en haut de ce vieux chêne plusieurs fois centenaire, se disait donc cela, tout comme le chêne d'ailleurs. Ce que voit celui qui est ici n'est pas ce que voit celui qui est là-bas, même si en définitive, sans le savoir, ils observent certainement le même endroit,
Lui était toujours posé sur la branche, attendant simplement qu'elle revienne, attendant qu'elle fasse un tour complet, à l'intérieur, pour revenir jusqu'à lui, pour revenir jusqu'à elle, attendant que son âme elle-même crée cet autre personnage, celui qui viendrait guérir les autres, attendant simplement qu'elle puisse constater qu'elle ne l'avait jamais quitté et que lui non plus. Il avait beau n'être qu'un oiseau, il en savait plus sur l'ordre des choses, il en savait plus sur la vie. Il fallait retourner en arrière pour comprendre, si l'on se référait au temps, avant qu'elle ne soit partie. Il fallait regarder à côté, si l'on se référait à l'espace. Il s'agissait tout au plus d'un référentiel à observer, afin de savoir où on était dans le plan de l'éternel présent. Anna vivait dans la forêt depuis toute petite. Sa mère lui avait enseigné tout ce qu'elle savait et l'avait reçu de sa propre mère. Elle faisait partie de cette lignée de femmes qui vouaient leur vie au service de l'autre, non par abnégation, mais par amour, un amour issu de l'amour pour tout ce qui est. Une petite maison dans une clairière, un endroit confortable et chaud, à l'écart du village, voilà ce qu'était son lieu de vie. Anna était à la fois guérisseuse, créatrice, initiatrice, professeure. Elle pouvait non seulement parler aux femmes, aux hommes, aux enfants, mais plus largement à tout ce qui vivait, sans exception. Elle connaissait son appartenance au grand échiquier de l'univers et savait avec qui échanger quand c'était nécessaire. Sa bonté était sans limite, son empathie et sa compassion aussi. Un peu comme si elle avait vécu tant de vie ou engrangé tant d'expérience ou de savoir qu'alors elle pouvait tout comprendre. Un peu comme si ses souvenirs galactiques n'étaient jamais bien loin et ne demandaient qu'à éclater au grand jour. Elle était connue de très loin pour ses talents, et elle était appréciée d'un très grand nombre. Elle faisait littéralement corps avec la forêt. Elle en tirait sa subsistance, son réconfort, sa force, sa souveraineté. Souvent visitée par les nombreux animaux qui vivaient là, elle en affectionnait un tout particulièrement. Il s'agissait d'Aoru. Il s'agissait de l'oiseau. Elle savait bien qu'il l'avait choisi et qu'il lui faisait l'honneur d'être à ses côtés. Aoru était cet oiseau, cet ami, ce compère. Un corbeau plus précisément. Un corbeau qui effectivement était apparu dans sa vie sans prévenir. Pauvre oisillon tombé du nid et désireux de poursuivre son évolution d'âme aux côtés d'Anna, il savait qui elle était et pourquoi c'était elle et personne d'autre. C'était en quelque sorte un échange, une collaboration, un amour très puissant, comme parfois certains animaux aiment à le choisir. Parce que c'était bien un choix. Anna aimait beaucoup Aoru, et c'était réciproque. Elle aimait le regarder, observer sa beauté, son calme, cette façon qu'il avait de nettoyer ses plumes avec une sorte de concentration solennelle. Son regard, si énigmatique. Cette posture qu'il prenait, laissant croire qu'il n'était pas là, alors qu'en fait, il était bien plus présent que n'importe qui, dans cette faculté qu'il avait de réunir tous les temps ensemble, afin d'en appréhender et d'en comprendre tous les mystères. Elle l'avait nourri, vu grandir et faire ses premiers cris. Elle avait assisté à son premier envol, et lorsqu'elle tournait son regard dans sa direction, elle était à chaque fois émerveillée, émue de simplement pouvoir le contempler. C'était un corbeau,
de ceux dont le regard perçant vous traverse et vous fait savoir que vous ne pouvez rien cacher, comme un livre ouvert sur votre âme, un de ces regards qui transpercent les ombres, les apparences, les espaces et le temps. Elle pouvait sortir de chez elle, se poser sur le pas de sa porte et simplement l'appeler, prononcer son nom en silence pour qu'il arrive aussitôt et se pose sur son épaule. Elle caressait alors sa tête, son beau plumage et restait tout près de lui sans rien faire d'autre. Être là, dans son énergie, ressentir sa simple présence avait quelque chose de très grand. Anna et Aoru vivaient une collaboration fructueuse. Il lui donnait des réponses auxquelles elle n'avait pas forcément accès. Il l'avertissait, lui faisait voir au-delà du voile des apparences lorsque son regard s'embrouillait. Parce que parfois, comme il arrive chez l'homme, son regard s'embrouillait. Comme je l'ai dit plus tôt, Anna était appréciée de presque tous. Mais il y avait forcément, comme toujours, les décrieurs, les mâles dans leur peau, qui jalousaient les talents d'Anna. Il y avait de ceux-là qui se nourrissaient des tourments des autres et qui savaient les amplifier. C'étaient ces gens-là qui érigeaient des bûchers, chassaient les sorcières, complotaient, manipulaient les masses afin de provoquer en si peu de temps des retournements de situation. Des retournements qu'après coup, on avait du mal à expliquer. Ces gens-là n'avaient pas d'époque. Voyageurs du temps, ils se retrouvaient partout. Ils changeaient juste de costume, de décor. Aoru le savait, mais peu d'hommes le savaient. Anna ne voyait rien, parce qu'elle avait cette naïveté qu'ont certains, celles ou ceux qui veulent voir le bien partout et refusent le mal. C'est pour cette raison qu'elle connaissait l'oiseau. Il la remettait en quelque sorte dans l'axe lorsqu'elle s'égarait. Aoru l'avait avertie, mais pas plus que cela, parce que le passage était nécessaire, pour elle comme pour lui. Ils étaient venus en pleine nuit, si nombreux que toute fuite avait été vaine. Il l'avait prise, elle, il l'avait pris, lui. L'oiseau de mauvais augure et son horrible sorcière s'étaient retrouvés en quelques minutes entre les mains de ces êtres, ignorants de ce qu'était la véritable loi, et simplement convaincus de toute leur puissance qui faisait qu'ils pouvaient s'octroyer le droit de décider de qui pouvait vivre ou mourir. Elle avait vu dans les yeux d'Aoru qu'il tentait de la rassurer. En dépit des moments tragiques qu'il vivait, il avait voulu lui faire passer que la mort n'était rien et que leur lien était éternel. Mais lorsqu'elle vit les grosses mains dépourvues d'empathie attraper la pauvre bête, l'agiter dans tous les sens comme si c'était un vulgaire chiffon, pour ensuite écarter ses ailes jusqu'à la déchirure, elle ne put s'empêcher de hurler. Hurler de toutes ses forces, crier à l'injustice, au crime. C'était trop tard. Aoru se retrouva cloué sur la porte de sa maison, devant ses yeux, la tête tombante. Il était mort. Aucune souffrance ne pouvait être pire pour Anna. Et lorsque quelques heures plus tard, elle se retrouva sur le bûcher, sentant l'odeur de ses propres chairs calcinées, elle ne voyait qu'une chose, l'oiseau. Cette vision atroce, ce lien si fort qui s'était rompu. Sa vie venait de basculer si brutalement qu'une forme de sidération l'avait frappée. Ses yeux physiques ne pouvaient voir ces images. Alors, sans qu'elle s'en rende vraiment compte, une partie de la douleur fut comme suspendue dans l'invisible, marquant ainsi ses vies futures, parallèles.
La douleur devrait donc revenir au moment opportun, lorsqu'elle serait prête à traverser de nouveau l'expérience. Haoru, de son côté, détaché de son corps physique, l'accompagnait comme il pouvait. Mais elle ne pouvait voir, tant son refus était grand, tant son attachement à l'oiseau physique était grand. Il ressentait sa peine, elle était si forte. Il aurait voulu caler sa tête contre sa joue et lui dire combien tout ceci n'avait pas d'importance, que l'amour était plus vaste que tout ceci. La vie physique, sur le continent Terre, n'était qu'un aspect, un angle de vue, si restreint, si petit, et pourtant si fort qu'il faisait croire à sa suprématie sur tout le reste. La vie d'Anna marqua sans doute quelques esprits. La forêt fut certainement celle qui la regretta le plus. La triste fin de ces femmes, diabolisées en sorcières, marqua le début d'un tournant de quelques siècles. On vit petit à petit l'avènement de nouvelles choses, le détachement progressif pour les lois naturelles et les remèdes qui faisaient du bien. Cette histoire est bien finie, et les bûchers eux-mêmes en témoignent, enfin, à ce qu'il paraît. Accaparée par ses pensées incessantes, marchant sans vraiment savoir qu'elle marchait, Anna leva soudain les yeux lorsqu'elle entendit le cri perçant. Ils étaient plusieurs au-dessus de sa tête, à tournoyer sans raison. Anna était triste, et même ce vol de corbeaux bruyants n'aurait pas dû l'alerter. Depuis quelque temps, elle était totalement sourde au monde extérieur. La vie, sa vie, lui était devenue sans saveur. Depuis qu'elle avait tout perdu, elle se sentait elle-même perdue, comme si toutes ses possessions, ses biens, ses relations et même ses croyances qu'elle avait vues s'envoler en si peu de temps, lui avaient fait comprendre avec une dureté sans nom qu'elle n'était plus rien, qu'elle n'avait plus rien. Elle ne voyait pas en fait, à ce moment-là, qu'elle commençait à toucher l'essentiel. Les oiseaux se faisaient donc de plus en plus insistants, braillant tant et plus à quelques mètres au-dessus de sa tête. Et elle continuait à marcher, sans savoir où elle allait, hermétiquement fermée au monde extérieur. Il fallut qu'elle trébuche sur les pieds d'une vieille femme qu'elle n'avait pas vue pour sortir de sa torpeur. Rattrapée in extremis par le bras frêle, elle leva les yeux vers l'inconnu, surprise. Mais d'où sortait-elle, celle-là? Vous avez vu? Est-ce que vous avez vu? Anna la regardait sans comprendre. Vu? Qu'est-ce que j'ai vu? Vous? Non, pas moi, répondit la vieille femme. Eux? Anna tourna son regard de gauche à droite. L'endroit était pratiquement désert, à part quelques passants, très loin. Je vous demande pardon, mais il n'y a personne. Enfin, à part nous. La vieille femme lui souriait. Ils ne sont pas si insignifiants pourtant. Voyez un peu quel raffut ils font. Anna était tellement enfermée dans sa posture que la vieille femme souriant dut encore préciser en levant les yeux vers le ciel. Je parle des oiseaux, regardez-les. Ah, les corbeaux. Oui, je vois. Oh, je déteste leurs cris. Ils sont si... C'est vrai qu'ils ne sont pas si harmonieux que cela. Enfin, c'est une fréquence avec laquelle nous avons un peu de mal, nous les humains.
D'un autre côté, s'ils avaient la voix agréable du rossignol, je crois bien qu'ils n'alerteraient personne. Les gens ne remarquent pas le beau. Ils aiment ce qui fait peur. Ils se délectent du laid, du mal. Vous ne croyez pas? Anna ne sut quoi répondre, tant la remarque de la vieille femme lui parut incongrue. Elle la regarda s'éloigner sans comprendre et se mit à son tour à observer les oiseaux. En fait, on aurait dit qu'ils se rapprochaient de plus en plus. Oui, de plus en plus, et c'était même une certitude. Ils se rapprochaient tellement qu'ils finirent par se poser tous ensemble, une bonne vingtaine, sans prévenir sur un parterre de fleurs à quelques mètres de là où elle se trouvait. Elle fut tellement surprise par l'inattendu de la scène qu'elle trébucha sur une racine et se retrouva à genoux devant l'un des oiseaux qui l'observait fixement. Prise de panique, elle se releva aussitôt et se recula en 4e vitesse. L'oiseau, de son côté, sautilla jusqu'à elle pour se retrouver à nouveau tout près. Affolée, elle fit marche arrière et dans sa précipitation trébucha une nouvelle fois et se retrouva assise sur le sol, cette fois-ci incapable de bouger. Effrayée par le regard perçant de l'animal, Anna tourna rapidement sa tête de gauche à droite pour constater que l'endroit était désormais devenu totalement désert. À part cet oiseau et elle, il n'y avait plus personne. Comme si tout le monde avait disparu, comme si tout s'était subitement organisé pour ce bien curieux tête-à-tête. Alors que son corps refusait de faire ne serait-ce qu'un mouvement, le regard, lui, la transperçait. Il traversait toutes les couches. Il s'insinuait en elle dans les moindres recoins. Sans qu'elle ne puisse rien y faire, semblable à un rayon puissant, il s'installait dans son corps, dans ses fluides, dans ses organes, ses muscles, ses os. Ce regard semblait suivre un chemin tout tracé, allant exactement où il savait. Toujours figée, Anna ne pouvait rien faire d'autre que laisser faire, l'oiseau ayant comme pris possession de tout son être, ou plutôt son corps s'en remettait à cet oiseau. Presque par dépit, elle ferma les yeux. Peut-être que je vais mourir, peut-être que ce maudit oiseau va m'aspirer de l'intérieur et que je vais disparaître pour toujours. Après tout, n'est-ce pas cela que je cherche? Alors qu'elle laissait courir ses regrets, se lamentant de son infortune, l'oiseau lui poursuivait. Son précieux regard faisait son œuvre. Il existait encore en elle une toute petite part qui continuait à faire semblant. Il le savait. Elle vivait depuis si longtemps dans le mensonge de qui elle était, que les traces, les chaînes étaient dures, solidement enracinées, rouillées sur leur support. Lorsque le dernier lien se brisa enfin, Anna se retrouva soudain inspirée dans une sorte d'abîme. Une abîme sombre, noire et profonde, comme si elle venait de se jeter du haut d'un précipice. Son cœur sursauta, mais curieusement, elle n'avait pas peur, pour la toute première fois. Ce vide avait quelque chose d'enveloppant, et le corbeau, lui, était toujours là, ses grandes ailes déployées. Il volait à ses côtés, et son contact était rassurant et doux. Ils se déplacèrent ainsi durant un moment dans les entrailles de l'obscurité, dans un silence absolu. L'oiseau l'emportait où il voulait. Maintenant qu'elle était prête, il allait lui faire ressentir, il allait lui faire observer les trames, les cordes du temps, les souvenirs, rappels d'autres vies, parallèles, simultanés, qui se promenaient là,
et qui apparaissait devant les yeux d'Anna. Portée par l'onde, elle voyait tout ce qu'il lui montrait. Au début, c'était confus, puis peu à peu, il lui sembla reconnaître des scènes, des parts d'histoire, des souvenirs enfouis au fil du temps. Il lui montrait ce qu'elle n'avait pas vu, ce qu'on avait voulu lui cacher, les origines de ses traumas, les actes posés, les malédictions engrammées. Tout avait un sens. Il suffisait de suivre les cordes, les chemins. Anna voyait tout ceci, ressentant au passage les émotions en lien avec les scènes. Plusieurs fois, elle crut simplement défaillir, comme si la charge était trop forte. Et lui, avec ses grandes ailes, il l'aidait à dissiper l'émotion, lui montrant au passage d'autres points de vue, d'autres réalités. La descente lui sembla très longue, comme un voyage entrepris depuis longtemps, qui ne semblait pouvoir finir, comme un voyage, ou plutôt une boucle, qui s'apprêtait enfin à être bouclée. Elle sentait que son corps réagissait à l'expérience. Il portait en lui tant de choses dont elle n'avait pas conscience et qui aujourd'hui, pour la première fois, étaient mises en lumière et se reliaient au reste. L'oiseau lui permettait de mettre de la conscience là où elle avait disparu. Ils arrivèrent enfin au fond de l'abîme. Mais c'était une curieuse abîme. C'était en fait une sorte de vallée verdoyante, somptueuse et paisible. Anna se sentait lourde, comme si les peines traversées plus haut avaient laissé quelques traces. L'oiseau se posa à ses côtés afin de poursuivre encore son œuvre. Les yeux toujours fermés, elle voyait désormais de la couleur. Un bleu limpide entourait sa tête et sa gorge, puis commença à descendre le long de sa colonne vertébrale jusqu'à envelopper tout son être dans un cocon bleuté. Elle avait l'impression de pouvoir ressentir la moindre particule de cette matière lumineuse qui semblait être à la fois comme de l'eau et comme de l'air. La couleur avait une sorte de pouvoir. Elle se déplaçait d'elle-même, sachant exactement ce qu'elle devait faire. Toutes ces crispations se dissipaient peu à peu, et même les pensées qu'elle avait encore quelques minutes auparavant disparaissaient. À la place, il n'y avait que ce bleu serein, qui comme une onde entrée sortait, s'enroulant en spirale autour de sa colonne vertébrale. L'onde était rafraîchissante, douce, apaisante. Elle prenait toute la place, elle la remplissait. Anna commençait doucement à se laisser aller, comme son corps le lui demandait depuis si longtemps. L'oiseau, lui, toujours imperturbable, poursuivait. Qui pourrait dire combien dura l'expérience? Certainement pas Anna. Là où elle était, dans le silence de tous les possibles, il n'y avait ni temps, ni espace. Les yeux toujours fermés, elle avait fini par trouver l'animal sympathique, loin de toutes les images qu'elle avait eues jusque-là. Et lorsqu'il perçut lui-même l'information, l'oiseau se sentit heureux. La connexion était revenue, et un vert tendre, traversé par une trame rosée, qui les enveloppait tous les deux, se chargeait de dissiper les derniers miasmes, les derniers relents du passé, comme pour leur permettre ensemble de réparer ce qui devait être et de les réunir de cœur à cœur. C'était sans doute la première fois qu'Anna se sentait
aussi bien dans cette vie-ci, qu'elle sentait qu'elle avait retrouvé quelque chose, quelqu'un qu'elle avait cru pendant longtemps avoir perdu. Lorsqu'elle rouvrit les yeux, elle la vit à nouveau. Elle lui tendait sa vieille main ridée mais douce pour l'aider à se relever. Elle lui souriait. « Vous l'avez vu ?» lui dit simplement Anna. « Et alors ?» demanda la vieille dame. « Mon amour pour lui est sans limite, et je sais que c'est pareil pour lui. C'est comme si mon cœur venait de s'ouvrir à nouveau. C'est bon de retrouver les vieux amis, n'est-ce pas ? Oh oui, reprit la jeune femme. Il vient de me faire comprendre tant de choses. Tout n'est qu'expérience, tout n'est qu'illusion, nos traumas et tout le reste. L'essence de qui nous sommes est inaltérable, reliée à la source de tout ce qui est. Il m'a permis de réparer tant de blessures, passées, présentes et même futures. Tout est relié et je l'avais oublié. Je comprends. J'ai une question malgré tout, demanda Anna. Laquelle ? J'aimerais bien le revoir. Oh, vous savez comment faire. C'est aussi simple que cela ? Bien sûr, et je vais même dire, il est exactement là où vous êtes, si vous lui demandez. Là où il aime se poser, par exemple. Anna regarda la vieille dame s'éloigner, avec une infinie reconnaissance. Elle ne la connaissait pas, ne l'avait jamais vue, enfin, dans cette vie qu'elle venait de lâcher, où tout était obscur. Mais elle se voyait en elle comme dans un miroir. Elle était elle, et vice-versa. Cette pensée lui fit très chaud au cœur. Elle savait désormais qu'elle faisait partie de ce tout, et que ce tout incluait toute la vie, toute sa vie et toutes ses vies. Alors qu'elle s'apprêtait à reprendre son chemin, souriant au monde nouveau, une brise légère se leva soudain, faisant frémir ses mèches autour de son visage. C'est là qu'elle le sentit. Invisible à ses yeux humains, Aoru s'était posé sur son épaule. Et avec l'application qui le caractérisait, il lustrait ses magnifiques plumes, comme si de rien n'était, comme si c'était la seule chose à faire.